Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Kwame Anthony Appiah, professeur de philosophie et de droit à l'Université New York Abu Dhabi. Réinventer le musée ensemble. Nos musées, en effet les arts, généralement, ont un double lien avec le sens de qui vous êtes. D'une part, nous trouvons en eux des œuvres qui se connectent à nos propres identités. Enfant, j'ai adoré visiter le musée au Centre culturel de Ghana à Kumasi, où j'ai grandi, où les choses étaient en quelque sorte sur nous, les gens d'Assante, dont la capitale est Kumasi. À New York, où je vis maintenant, je peux aussi voir au Metropolitan Museum certaines des choses magnifiques que les gens d'Asante ont faites. Il s'agit de la tête recouverte de feuilles d'or d'un bâton de linguiste Asante porté par un Achame, une personne qui parle au nom d'un dirigeant. Mais j'ai aussi pris de nombreux plaisirs à me rendre dans les grands musées du musée d'Ansel à Berlin ou autour de Trafalgar Square à Londres ou du Met ou au Palais du Louvre ou à Kunsthistorisches Museum de Vienne. C'est pour le plaisir que j'ai ressenti la première fois que je suis entrée au Louvre d'Abu Dhabi. Ce sont tous les endroits où vous pouvez apprécier, apprendre et vous prélasser de la beauté du pouvoir des arts, des civilisations avec lesquelles vous n'avez pas ce genre de lien avec une identité locale. J'aime penser à un musée comme un endroit où vous pouvez voir une œuvre chinoise sans être chinois par vous-même et le considérer comme le vôtre pour le moment, transcendant les divisions identitaires normales qui jouent un rôle similaire si important dans la façon dont les gens sont actuellement. Pensez aux arts et aux musées. Non pas que j'ai perdu le désir des connexions identitaires, je me suis souvent trouvée à la recherche d'une présence africaine dans un musée. À Sao Paulo, par exemple, je me suis retrouvée une fois dans un musée afro-brésilien avec son étrange évocation des navires négriers qui ont amené l'Afrique au Brésil. Ma présence là-bas avait quelque chose à voir avec mes propres origines africaines, même si les Brésiliens qui m'ont recommandé la considèrent clairement comme le reflet de leur identité nationale et ces interconnexions fortes avec les cultures africaines dont sont issus tant de leurs ancêtres. C'était le mien en tant qu'Africain et eux en tant que Brésiliens et je pouvais profiter d'une bonne mesure, bien sûr, puisque je ne suis pas brésilien. Cela m'enseignait des mondes que je ne connaissais pas. Nous vivons à une époque d'identité partout où les gens sont préoccupés par ce que signifie être membre d'un peuple, ici à Abu Dhabi aujourd'hui, comme aux États-Unis ou au Ghana ou en Grande-Bretagne ou des pays comme la Chine ou l'Inde, et petits comme la Namibie et le Vanuatu. La fierté nationale est une puissante force culturelle et politique. Et alors que beaucoup de ces pays sont nouveaux, rappelez-vous les frontières modernes et la constitution de l'Inde a été fixée il y a moins de 3/4 de siècle. Le nationalisme, sous sa forme moderne, est vieux de plusieurs siècles. Et dans le développement de l'art et de la culture du nationalisme moderne de la CIE, qui est exposé, étudié et célébré dans les musées d'art contemporain, ont joué un rôle central. À la fin du XVIIIe siècle, en Europe, avec la montée du romantisme, de nouvelles idées se sont développées pour ce qui signifie être en allemand ou en anglais ou en écossais ou français. Beaucoup pensent qu'il est de plus en fait le lien entre la nation d'une part et le génie artistique de l'autre. Le poète anglais William Wordsworth, par exemple, écrivait en 1802 nous devons être libres ou mourir qui parle la langue de Shakespeare, que Shakespeare a prononcée. La foi et la morale continuent par Milton. En effet, les idées modernes du génie artistique et d'un génie national se développent ensemble. Le génie individuel est une expression du génie de sa nation. Et c'est un élément central de la façon dont nous pensons à, par exemple, la peinture. Si je vous dis grand artiste, vous êtes susceptible de penser à une figure comme Rembrandt ou de penser à lui comme une expression du néerlandais, l'art ou de Michel-Ange, que celui-ci pensait comme étant italien, ou si vous êtes même, ou le Collancier comme un savant florentin, ou parce que la République florentine a été absorbée par le royaume d'Italie en 1861, puis par la République italienne, les Italiens sont fiers de lui, tout comme les Néerlandais sont particulièrement fiers de la réalisation artistique de Rembrandt.
Pour le grand philosophe allemand Johann Gottfried Herder, décédé en 1803, il y a là un des parrains du romantisme européen. La nation présidente n'était pas essentiellement une institution politique. Ce n'est pas surprenant puisque l'unification de l'Allemagne dans la Deutsche Kaiserreich n'a eu lieu qu'en 1871 et que les terres germanophones étaient des principautés et des royaumes de la République hétéroclite, beaucoup au sein de la monarchie de Habsbourg qui allait devenir l'Empire autrichien. Comme il y avait beaucoup de gens qui ne parlaient pas allemand dans ces États, par exemple les locuteurs de Pologne, il n'était pas non plus défini par la géographie et euh, pardon. Il n'a pas été non plus été défini par la géographie et puisque l'idée du gène n'a été inventée que dans les années 1860, ce n'était pas non plus une question de génétique partagée. Peut-être avait-il, Herder avait-il un ou soumettait que les Allemands étaient un peuple d'ascendance commune. C'est tout pour tout le nationalisme blanc et imprégné de l'esprit de fraternité qui est l'esprit de famille d'ascendance commune. Mais ce n'était pas ce qui comptait pour lui le plus. Ce qui était important, c'était l'esprit partagé de la nation, son Geist. Le Geist d'un peuple, une nation, a été trouvé avec une pensée plus profondément exprimée dans la langue nationale et dans les arts de la culture. Et ainsi, le génie de quelqu'un comme Goethe ou Hölderlin, par exemple, mais aussi le génie de gens du commun comme les frères Grimm, qui recueillaient les histoires comme expression de la culture populaire allemande, tout cela était pour lui important en tant qu'expression de l'esprit national. Pour les nationalistes romantiques, c'était vraiment ce qu'était une nation, l'incarnation et l'expression d'un Geist, quelque chose de spirituel, intellectuel, mental et artistique. C'est pourquoi les nations importaient et c'est pourquoi la créativité individuelle importait, parce que la créativité individuelle est le moyen par lequel la créativité nationale s'exprime. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je récite une partie de cette histoire ancienne après tout. Vous pourriez penser que ces idées ne façonnent plus nos réponses à l'art. Eh bien, regardons un spectacle que le musée Guggenheim de New York a organisé plus tôt dans notre 21e siècle, intitulé L'art espagnol del Greco. Oui, cela signifie le grec, jusqu'à Picasso, qui a vécu la majeure partie de sa vie en France. Le Guggenheim a parlé de juxtaposition radicale qui traverse le temps pour révéler l'écrasante cohérence de la tradition espagnole. Je suppose qu'aucun visiteur n'a été surpris par cette discussion sur une tradition espagnole. Alors, laissez-moi de vous demander de vous concentrer sur la raison pour laquelle un peintre appelé Domenikos Theotokopoulos, un homme de Crète, c'est la flèche de là-bas, qui a été formé à Venise, donc deuxième flèche là-bas, pourquoi une telle personne peut être considérée comme une incarnation de quelque chose d'essentiellement espagnol? Maintenant, je taquine les conservateurs de l'émission, non pas parce qu'ils ont commis ce que je pense être une erreur, je les taquine parce que c'est une erreur qui frappe la plupart d'entre nous lorsque l'on pense à l'art. Permettez-moi de faire rapidement le point en quelques images sur les raisons pour lesquelles cela ne va pas être dans les arts en général. Goethe, que nous avons déjà rencontré, est largement reconnu comme le plus grand poète d'Allemagne. L'un de ses cycles poétiques est nommé Le Livre des chanteurs et il est inspiré par la poésie de ses peurs dont la tombe à Shiraz est encore un lieu de pèlerinage persan. Et puis, juste pour donner un autre exemple de l'autre côté du monde, considérez Matsuo Basho, le magnifique maître haïku du XVIIe siècle, qui a été façonné en grande partie par le bouddhisme zen. Cela signifie que Tama, le Bouddha, vu ici dans la sculpture bouddhiste gréco du cueilleur, fait partie du patrimoine de Basho. Maintenant, j'ai donné l'impression que Herder et ses amis romantiques pensaient que tout ce qui comptait dans l'art, c'était sa contribution à l'esprit national. Alors, vous pourriez penser que je vais leur attribuer la responsabilité avec une sorte de malentendu dont j'ai accusé ces conservateurs du Guggenheim, l'erreur de penser à un art qui est en fait transnational dans ses inspirations et ses connexions en termes nationaux. Et je pense que c'est en partie la faute de ces nationalistes romantiques. Mais il serait injuste de suggérer qu'ils pensaient que nous ne devrions donc prêter attention qu'à l'art qui est de notre propre nation, seulement l'art de notre propre Geist, en raison même du même moment. Et à côté de cette manière de comprendre l'art et la culture comme l'expression de l'esprit national, en même temps se développe le cosmopolitisme moderne.
Prenez par exemple George Gordon Lord Byron, l'un de ces génies du romantisme que l'on voit ici dans l'image romantique particulière. Il est mort en combattant pour la liberté des Grecs de la domination ottomane. Certains d'entre vous se souviendront d'un de ses vers sur sa maison d'adoption, les allées de la Grèce, les allées de la Grèce brûlaient, où brûlait Sappho, aimait et chantait, où poussaient les arts de la guerre et de la paix, où les marchands roses et Phébus jaillissaient l'éternel. Était qui l'es-tu? Pourtant, mais tous, sauf leur fils, dit-il. Lord Byron, comme vous le savez, n'était pas grec. Il était écossais. Et la poésie de Sappho importait pour lui, non pas parce qu'il était grec comme Sappho, mais parce qu'elle avait écrit une poésie magnifique. Et le fait est que le romantisme romantique comme Byron, comme le Berger, ont non seulement célébré leur propre esprit national, mais ils ont également célébré les esprits des autres. Comment le nationalisme, comme je le dis, est-il donc profondément cosmopolite? Et l'idée même du nationalisme cosmopolite qui frappe l'ère moderne comme une contradiction dans les termes est cruciale pour comprendre ce qui est bon dans cette tradition, je pense. C'est bien sûr la même pensée qui, si vous pensez que l'art comme le produit des nations plutôt que des individus que vous apprécierez également, l'art est produit par des nations autres que votre propre Herder et Byron qui partagent le sentiment que j'ai et je ressens dans ces grands musées cosmopolites qui est ici je suis et je réponds à ces objets qui sont les miens comme des humains, comme Gammon ou britannique et américain ou quand je pense comme moi-même étant des termes nationaux. Maintenant que l'excitation suscitée par la variété des œuvres d'art culturel, de l'art humain et de l'un des deux éléments clés de la tradition du cosmopolitisme qui remonte à Diogène le cynique du IVe siècle semble avoir été la personne qui a inventé le mot cosmopolite en tant que citoyen du monde. Mais un deuxième élément, tout aussi important, offre une sorte de commentaire sur ce que signifie être une communauté morale, parce que les cosmopolites pensent que nous pouvons accepter la responsabilité les uns des autres tout en vivant des styles de vie très différents. En fait, les cosmopolites se délectent de l'éventail et de la variété des modes de vie, des gens et des choses qui font et font que si, contrairement à beaucoup des gens se considèrent le monde comme une communauté morale, les cosmopolites ne veulent pas changer tout le monde pour s'adapter à leur propre moule. Nous, je pourrais aussi bien me mettre parmi les cosmopolites, nous nous intéressons à la variété humaine, sociale, culturelle et individuelle. Donc, vous pourriez supposer que les cosmopolites transcendent avec ou se rangent aux côtés de ceux qui sont occupés dans le monde entier avec la culture, à résister à la culture. Pardon, excusez-moi, se résistent à l'appropriation culturelle. Mais ces notions ont des hypothèses curieuses derrière elles. Alors prenons simplement la préservation de la culture. C'est une chose d'aider les gens à soutenir les arts, ils veulent soutenir. Vive le Centre culturel national du Ghana à Kumasi. Donc, je vous ai parlé plus tôt où vous pouvez aller apprendre la danse, le tambour traditionnel à Lacan, d'autant plus que ces cours sont animés et débordants. Restaurer le stock de films détériorés et des premiers films hollywoodiens continue la conservation de tous ceux et des premiers chinois dans les manuscrits éthiopiens, enregistrer, transcrire, analyser les traditions orales du Malais et des Maasai et Mari. Tout cela constitue une partie précieuse de notre patrimoine humain. Mais la préservation de la culture, au sens d'artefacts culturels dénombrables, au sens large, est différente de la préservation des cultures. Et les conservateurs des cultures poursuivent souvent cette dernière en essayant d'assurer les saintes. Mais qu'est-ce qui fait qu'une expression culturelle est authentique? Devons-nous arrêter l'importation des casquettes de baseball au Vietnam? Alors les Zhao continueront, on les prononce Zhao, continueront avec leurs robes rouges colorées. Pourquoi pas? Demandez aux Zhao. Le choix devrait-il pas appartenir à eux? C'est l'un des risques intellectuels à l'idée, associé à l'idée des gens d'Icaïs, à l'esprit national. Une fois que vous pensez que les gens ont un noyau spirituel, donc vous pourrez être tenté par la pensée que les gens devraient être fidèles au Geist qui appartiennent et qu'on appelle souvent l'essentialisme, souvent la pratique de traiter les gens d'une certaine identité comme ayant un ensemble de pratiques de normes de base qu'ils devraient respecter. Si tout grand art fait des Allemands exprime le génie allemand, en effet, si c'est l'un des critères du grand art allemand, alors l'art qui n'est pas allemand ne peut pas être grâce à moins
bien sûr, qui n'ont pas fait quelqu'un de non-allemand. Mais les cultures sont faites de continuité et de changement. Et l'identité d'une société survit à travers ces changements. Les sociétés sans changement ne sont pas plus authentiques. Ils sont justement plutôt que de l'authentique et souvent dans tous les cas merveilleusement mal orientés. Quelqu'un qui m'a raconté l'histoire d'un collectionneur de recettes qui est arrivé dans un village cambodgien en quête d'une cuisine locale authentique. Voici un plat, a commencé l'un des habitants de la région. Vous prenez bien la langue d'eau fumée ox. Si vous ne pouvez pas obtenir de l'eau fumée, langue de bœuf, vous pouvez utiliser des crevettes. Oh non, le visiteur a dit suivre exactement votre recette authentique, a vraiment dit le Baudien. L'identité compte alors nos réponses à l'art comme à la cuisine, mais nous devons aussi garder la main sur l'autre côté du paquet Cosmolib qui dit que chaque objet est bien une expression du Geist, mais les êtres humains ont besoin de partager le produit de leur communauté au-delà des frontières. Maintenant, j'ai discuté de cette pensée que tout est produit du Geist comme si je ne remettais pas en question, comme si j'étais d'accord avec lui et permettez-moi d'insister maintenant sur le fait que cela me frappe comme l'un des grands malentendus philosophiques sur les arts. Les arts ne sont pas créés par les nations et des cultures, ils sont faits par les gens. Il faudra peut-être beaucoup de monde pour faire une œuvre d'art, comme pour chaque représentation de l'Aude à la joie de Beethoven. Il nécessite un grand chœur de soprano, ténor, de basse, du flûte, piccolo, quelques oboes, clarinette, basson, timbales, cymbales, de grosses casses, triangulaires, instruments à cordes de moins de 4 types, et je vais probablement oublier quelqu'un. Et il faut toutes ces voix qui chantent les bonnes notes et tous ces musiciens jouant les bons instruments dans le bon ordre et mélangent leurs sons ensemble. Mais c'est fait par eux et le travail qu'ils font, le travail qu'ils expriment a été lui-même fait par une personne, Beethoven, une personne, dans ce cas, une personne qui est opérée dans un environnement façonné par une culture locale, mais aussi profondément façonné parce qu'il était Beethoven par toute une gamme d'autres cultures. Plus que cela, la manière dont le contexte national informe l'art n'est pas celle que suggèrent les discours du Geist. Ce n'est pas parce que chaque œuvre d'art va de pair avec d'autres produits de son Geist. Le nom de cette vue est l'organisme. Et la bonne image des arts n'est pas organique. Chaque élément de la culture, de la philosophie, de la cuisine ou style du mouvement corporel est un principe séparable de tout autre. Et vous pouvez vraiment marcher et parler comme un Afro-Américain et penser comme Matthew Arnold et Kant, ainsi qu'avec Martin Luther King et Miles Davis. Mais il y a des trous organiques dans notre vie culturelle, la musique, l'art, les mots, la scénographie, la danse, qui s'emboîtent et sont censés s'emboîter. C'est dans le mot que Wagner a inventé, Gesamtkunstwerk, une œuvre d'art totale. Mais il n'y a pas un grand trou appelé culture, mais qui unit organiquement toutes ces parties. Kafka et Miles Davis peuvent vivre ensemble aussi facilement que Kafka et Hierstrasse. Vous retrouvez le style hip-hop dans les rues de Tokyo. L'Espagne, au cœur de l'Occident, a résisté à la démocratie libérale pendant 2 générations après son décollage en Inde et au Japon à l'Est. L'héritage occidental de Jefferson, Athenian Liberty et Anglo-Saxon Freedom n'a pas empêché les États-Unis de créer une république esclavagiste. À travers cela, tout est devenu plus facilement visible. Je pense au siècle dernier, car une grande partie de l'art que nous apprécions maintenant, et plus particulièrement une grande partie de l'art que nous avons produit au cours de ces dernières années, n'est pas tout simplement national. Considérez Picasso pris dans cette image brillante de Man Ray qui faisait passer pour une jeune romantique. Il s'agit d'un artiste né en Espagne qui s'est inspiré d'une figurine de Piosité du Congo qui a été montée à Paris par un Français, Henri Matisse, lors d'une soirée chez l'Américain Gertrude Stein, et inspiré par elle, lui et d'autres ont aidé à créer une nouvelle forme d'art qui a parcouru le monde. Non seulement
dans le sens où elle retrouve les publics partout, mais aussi parce qu'elle inspire de nombreuses personnes, y compris de nombreux peintres africains contemporains issus des académies d'art africaines, y compris Congo, où cette sculpture a commencé. Ce genre de circulation est au cœur de la vie du genre d'art qui nous tient à cœur. Il y a sûrement des raisons de scepticisme quant à l'idée que la culture et où on est en tout cas. Alors, en refaisant le musée pour un monde multiculturel, multireligieux, ouvert aux rencontres respectueuses à travers de nombreuses dimensions et non différentes humaines, rappelons toujours que nous pouvons tous répondre à un art qui n'est pas le nôtre. Même dans les arts avec lesquels nous avons les liens les plus intimes, les réponses incluront toujours des réponses qui transcendent l'identité. Nous pouvons alors répondre pleinement à notre art que si nous allons au-delà de la pensée comme le nôtre et considère comme l'art. C'est pourquoi je vais terminer avec une image d'un musée et un artefact qui m'ont ravi, bien qu'ils viennent d'un lieu et d'une religion non plus que je revendique comme mienne. Et ce livre est d'ailleurs une version moghole d'un classique sanskrit. La plupart de nos musées n'ont pas besoin de nouvelles collections pour nous permettre d'établir des liens entre les identités, les connexions. Ils le font déjà. Merci beaucoup.